La rôdeuse de la mer et du feu. Chapitre 16. Arrakis. Assis sur mes 8 pattes velues, dans les gradins de la reine de bois, je chouffe, les yeux mi-clos, Lilou, qui effectue quelques passes d'armes avec le nouveau guerrier. Elle est agile, comme à son habitude. Mais je dois avouer que le phénix se démerde pas trop mal. Il est sûr de lui, et je lis vite dans son jeu que c'est un ancien militaire. Ses gestes sont précis et rapides, et la discipline des soldats transpire de chacun de ses mouvements. Son regard est droit. Il n'hésite pas, et porte chaque attaque et chaque défense avec l'assurance bien tassée de ses années d'expérience. Un rictus se dessine sur mes lèvres. Ma sœur est plutôt du genre instinctive en combat, moins cadrée dans des techniques conventionnelles et je pense, non, j'affirme, qu'en situation réelle, elle le plierait presque sans forcer. Je la soupçonne d'ailleurs de ne pas se donner à fond, ce qui est rare de sa part. Tu ne t'entraînes pas ? J'ouvre mes 8 grands yeux et me compose une phase d'indifférence en observant le félin qui s'assoit à côté de moi. Et allez, ça fait même pas 1 heure que nous formons une équipe et ce chat de malheur vient déjà me pomper l'air. Splinter m'a toujours gonflé pour être honnête, et je comprends pas pourquoi Lilou l'aime bien. Quoique, une boule de poil ronronnante doit forcément plaire à une petite fille, non ? Ok, c'est vrai aussi que niveau bouille, un matou rouge est quand même nettement plus mignon qu'une araignée. Mais bon, je lui laisse sans regret son côté kawaii et je garde mon côté assassin sanguinaire. Après tout, ce sont mes répliques saignantes et ma badass attitude qui font tout mon charme, n'est-ce pas ? Allez, avouez-le, je suis sûr que vous me kiffez depuis le début de cette histoire. Eh, franchement, vous n'êtes pas prêts pour la suite. Le félin incline la tête, les babines imprimées d'un demi-sourire narquois. Dire qu'il va falloir que je me coltine ce baltringue de chat pendant 2 mois. Ça fait à peine 20 secondes qu'il est là et ça me brise déjà les glandes à soie. Je soupire bruyamment. Inutile de lire sa risette en coin pour comprendre qu'il a reçu mon message si subtilement envoyé. Nope, Osef complet. Finis-je par répondre à sa question de brin. De toute façon, si je le voulais, il me suffirait d'1 seconde pour leur faire manger leur mère, tous autant qu'ils sont. Il se déride avec une pointe de provocation qui m'énerve au plus haut point. C'est fou ce que cette boule de poil peut me rappeler ces nobliaux suffisants de Masuna. Un sourire affable en façade, mais une langue acérée qui n'attend qu'une ouverture pour frapper. Oui, commence-t-il. Et je devine que ce qui pourrait paraître pour de la prétention de ta part n'en est pas, n'est-ce pas ? Tu sembles toujours cacher ton jeu, Arrakis. Je lui décroche un sourire carnassier. Mes secrets ne te concernent à rien, greffier de malheur. Sois sûr cependant que tant que tu garderas tes distances avec moi, il ne t'arrivera rien. Malgré tes 13 vies au compteur, tu ne m'impressionnes pas. Le félin se déride. Oui, je suis assez chanceux de ce côté-là. Mais si on discutait plutôt de toi, Tarankas ? Araignée géante des jungles d'Azami trouvée en compagnie d'une enfant ondine, à plus de 400 kilomètres de chez elle ? J'ai rien à ajouter, rétorquai-je en haussant les épaules. Même s'il semblerait que tu aies toi-même fait appel à Aurore éternelle pour conduire Vindicael dans les collines bleues ? Bah, fallait bien pécho un père à la petite. Ne prends pas cet air avec moi, Arrakis. Je sais que Lilou et toi, sa fanfaronnade m'amuse presque. Presque. Mais le voilà qui frôle l'impardonnable. Je bondis d'un coup et atterris sur le félin, le dominant de toute ma carrure. Une goutte de venin perle de mes chélicères déployée au-dessus de son crâne, qui paraît si petit en comparaison. Malgré ses oreilles rabattues vers l'arrière, Splinter n'affiche aucune trace de crainte. Ses griffes, toutefois, sont sorties, prêtes à fondre. Avec une audace presque insolente, il se plante devant mes 8 iris verts, un défi muet dans les prunelles. L'insouciance qu'il arbore frôle l'impertinence, et je sens monter à moi une pointe d'irritation. Je lâche, d'un ton mordant. Arrête-toi là, Rouge 13, ou tu seras au menu de mon prochain déjeuner, et ce, tant qu'il te restera des foutues vies au compteur. Et si cette discussion s'avérait fuiter jusqu'aux oreilles de ma sœur, c'est tous tes baltringues de descendants que je dévorerai avec toi. Le marguet s'incline légèrement, les paupières closes. Un signe de respect ? De soumission peut-être ?
Je plisse les yeux, intrigué. Non, cela ne lui ressemble pas. Les félins ont beau s'entêter à imiter les humains jusque dans leur accoutrement, leur nature reste indomptée. Ce sont des créatures farouchement indépendantes, allergiques à toute forme d'autorité. Et pourtant, cette courbette... Je n'arrive pas à déterminer s'il s'agit d'un véritable geste d'allégeance, ou d'un simple jeu pour me la faire à l'envers. Un rictus de défi s'affiche soudain sur ses babines, faisant frémir ses moustaches. « Duel » lance-t-il. Mon regard se durcit. « Ici ?» Je relève la tête. « Oui, rien de mieux qu'une arène pour une joute verbale, non ?»« À toi l'honneur » me répond-il d'une voix suave et faussement aimable. « Je vais te tuer » grimaçai-je, d'un sourire vorace. Je bondis avec une puissance fulgurante et atterris au centre de l'édifice en bois. Les combattants qui s'entraînent, pris au dépourvu, sont projetés en arrière, glissant sur le sable dans un nuage de poussière. Mes pédipalpes commencent à s'abattre sur le sol en un rythme sourd, chaque coup résonnant comme un avertissement primal. Les vibrations se propagent à travers la structure, faisant trembler les gradins. Et là, parmi les spectateurs désorientés, il s'installe. La boule de poil me toise depuis les hauteurs, ses yeux empreints d'un mépris brûlant, comme s'il voyait déjà ma défaite inscrite dans le sol de l'arène. Et puis, mon flot se déverse hors de ma bouche comme un venin. T'es dans ma zone, veste de loup, je vais te balayer comme un cyclone, te foutre à genoux. T'es qu'un sale môme, une pâle imitation. Dans mon royaume, je te broie sans hésitation. T'as rien dans les tripes, juste un mas de fierté. Tu veux faire un égo trip? Passe d'abord la puberté. T'es qu'un stéréotype, baltringue de greffier. La foule converge peu à peu autour des gradins, formant un cercle vibrant d'excitation. Des cris s'élèvent, désordonnés au départ, puis ils se mêlent en un chant sauvage scandé à l'unisson. Les spectateurs, le visage illuminé, tapent des pieds et frappent dans leurs mains pour amplifier le tumulte. Dans les tavernes des humains, il n'est pas rare que les bardes s'affrontent en joutes de mots ou en vers cinglants, mais ici, l'atmosphère a quelque chose de plus brut. Deux aînés s'apprêtant à croiser le verbe au milieu d'une arène d'entraînement, c'est un show bien plus étonnant. Je continue donc. T'as vu, comme c'est simple de kicker, tous les chats comme toi sont à chier, carcasse de feu, j'attends ton plaidoyer, mais j'ai l'impression qu'il est resté dans ton gosier. Ma voix se tait, et le silence s'impose. Mon regard se porte sur le marguet, dont la tête dodeline, au rythme de mes pédipalpes qui frappent encore le sol, et résonne grâce à un ajout de ma magie de la terre. Il bâille, se dresse, et se met à descendre nonchalamment les gradins qui le mènent à moi. Avec un dédain implacable, il commence à râper, alors que les braséros qui longent les marches s'allument spontanément sur son passage, crachant des langues de feu rougeoyantes, et la chaleur soudaine semble alourdir l'air ambiant. Lui aussi utilise sa magie. « Ok, apparemment tu veux qu'on s'engraine dans l'arène. Laisse-moi te dire qu'ici, t'es loin d'être la reine. Appelle les sirènes, tu ne seras plus sereine, ton venin est pathogène. Et je te glisse une vérité, là, entre ces deux rengaines, si je squatte près de Lilou, c'est pas pour les câlins, c'est parce que sans moi, elle finira vite dans tes problèmes. » Le chien galeux, d'où il ose parler de ma sœur? Un grondement s'élève des gradins, une vague de bruit et d'excitation frappant les combattants comme un souffle de forge. La tension monte d'un cran, comme si la chaleur de ces flammes allait incendier le ciel lui-même. Je plisse les yeux en 8 fines fentes, et une multitude de manières de tuer cet avorton me traverse l'esprit. « Tu veux jouer les carnassiers? Mais sur le gravier, je vais t'incinérer, te cramer, t'es pas prêt pour mon brasier. Tu peux jouer les carnivores? Je percerai ton coffre-fort, plus amorphe qu'un apatosaure, tu finiras en herbivore. Tu veux jouer les rappeuses, décapeuses, trompeuses, mais surtout pompeuses et souffreteuses? Allez, dégage, et laisse faire ma langue râpeuse. » Le chat s'installe devant moi avec une grâce insolente, sa queue battant l'air comme un métronome narquois. Tout autour, l'arène s'embrase d'effervescence. Les épées s'entrechoquent contre les boucliers dans un martèlement assourdissant, créant un chaos métallique qui semble résonner jusque dans mon corps. Les applaudissements fusent comme une pluie de crépitements, et les pieds tapent le sol et les planches avec une cadence frénétique, un rythme presque tribal. Mes lèvres s'étirent en un sourire vorace, un éclat carnassier illuminant mon regard. La tension est électrique, et je reprends, le ton acéré comme une lame dégainée. « Allez, je fous ton rap à la décharge, ton cadavre dans les mâchoires, sortez les mouchoirs, du haut vos perchoirs, eziottez le greffier choir. Mon pauvre, c'était rigolo, mais quand je finis mon flot, on est tous là, à te chauffer de haut. » Je termine ma prose en prenant la pause, tous mes crocs dehors. Le sol se met subitement à vibrer sous mes pattes,
Une onde qui monte, qui gronde, qui fait frémir l'air lui-même. Mon sourire s'élargit, féroce, alors que la terre répond à mon appel. Des pierres jaillissent, déchirant le sable avec une violence qui secoue l'arène tout entière. Chaque fragment de roche qui se détache retombe en un fracas assourdissant, témoignant de la force brute que je libère. Une mâchoire titanesque surgit autour de nous, imposante, écrasante. Elle se referme sur nous avec la lenteur implacable d'un prédateur sûr de sa victoire, nous enserrant de son étreinte, dans un grondement terrifiant de tonnerre et de rocs broyés. Le centre de l'arène disparaît, les cris et les hurlements coupés net, avalés par le silence abyssal de la terre. Deux minces rayons de lumière filtrent à travers les orbites du crâne de pierre, comme les yeux d'une bête mythique. Ils éclairent à peine, mais suffisent à révéler à ce chat de malheur le gouffre de puissance qui nous sépare. Ma voix fend l'obscurité, comme un coup de glaive. Bien, nous voilà un peu plus au calme. Je ne pensais pas que tu allais profiter de mon arrogance pour mettre les projecteurs sur toi. Me parler de ma sœur sur ce ton est une grave erreur. Matou. Sa réponse ne tarde pas, son intonation détendue contrastant étrangement avec la tension qui nous entoure. Il fallait bien que j'attire ton attention, Arrakis. Je plisse les yeux, méfiante. Eh bien, tu l'as, greffier. Que veux-tu? Un éclat presque amusé danse dans ses prunelles fauves. La même chose que toi, Tarancas. Je n'ai jamais réussi à déterrer les secrets qui se cachent derrière ton sourire satisfait, mais je sais pourquoi tu es là. Et sache que, contrairement à ce que tu sembles croire, je ne suis pas ton ennemi. Tu l'as bien vu hier soir. Si je me suis proposé pour vous accompagner, ce n'est pas simplement pour t'embêter. Je suis vieux maintenant, mais je perçois tout de même les grands chamboulements lorsqu'ils s'en viennent. Un silence lourd s'installe. Ces paroles, bien que doucereuses, éveillent en moi une désagréable sensation d'incertitude. J'incline imperceptiblement la tête, le dévisageant avec un mépris calculé. Alors, tu sais aussi que les événements qui se profilent à l'horizon n'augurent rien de bon, et que l'on ne rentrera pas tous de cette mission en un seul morceau. Ses oreilles carbonisées s'abaissent légèrement, un geste qui pourrait passer pour de la contrition. Oui, dit-il simplement. Mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que les prophéties s'accomplissent comme elles le doivent. Le destin n'est pas figé. L'avenir est encore incertain, mais il est de mon devoir d'agir, même si je dois y laisser l'intégralité de mes vies. Le poids de ces mots s'enracine dans les ténèbres comme une promesse funeste. Un frisson me parcourt. Est-ce du baratin? Ou bien c'est-il vraiment ce qui nous attend? Dur à dire. Les chats sont des fourbes et des bluffeurs nés, mais comment pourrait-il être au courant de cela? Est-ce son intuition féline, ce sixième sens qu'on leur prête si volontiers? Ou un véritable savoir, caché derrière ces airs enjôleurs? Et surtout, comment pourrait-il sentir ce que moi-même je peine à percevoir? Le déclin de la terre et les battements ralentis du cœur élémentaire. Ce chat n'a aucun lien avec elle. Pourtant... Ou alors, son affinité avec le feu lui permet-il de ressentir Imarac agonisante? Mon regard se durcit, jaugeant ce prédateur roublard avec une méfiance grandissante. Il va falloir rester vigilante. Trouver ses failles, ses véritables motivations. J'aime garder mes secrets, mais je déteste par-dessus tout qu'on me cache. Cependant, malgré mes doutes, un fait demeure. Nous avons un objectif commun. Protéger Lilou. L'aider à accomplir ce pourquoi elle est née, et qui pèse déjà si lourd sur ses épaules. Je n'ai pas besoin de m'entendre avec le matou pour reconnaître qu'il peut être un allié précieux. Je soupire intérieurement. Parfois, il faut mettre ces différends de côté pour le bien de tous. Je fais l'amour. Je n'arrive pas à croire ce que je viens de penser. Je baisse la tête vers le chat et lui affiche un sourire affamé et majestueux. Finalement, je t'aime bien, Matou. Je me suis peut-être trompé sur ton compte. T'es pas aussi hautain que t'en as l'air. Je me demande qui est le plus hautain des deux. Madame, je me prends pour plus fort que quiconque.
Je ris à gorge déployée. Je ne me prends pas pour plus forte que quiconque. Je suis plus forte que quiconque. Ça n'a rien à voir. Je suis badass, c'est tout. Tu m'en diras tant. Cependant, sache que plus les secrets attendent avant d'être révélés, plus leurs révélations seront dures à encaisser. Je carre la mâchoire. Ça, je le sais. Soufflai-je d'une voix mointe, les dents serrées à rompre. Assez parlé. Le crâne de pierre qui nous protégeait des oreilles indiscrètes s'écroule et retourne dans le sable. Du coin de l'œil, j'aperçois Lilou qui discute avec ses compagnons, de l'autre côté de l'arène. Encyclopédie des savoirs anciens. Les cycles et l'éveil de Tella. Aux premiers instants de la première ère, lorsque la voûte céleste n'était encore qu'un tissu de lumière vacillante, Ged et Sélénie, les deux astres divins, façonnèrent leur première œuvre commune, Tella, leur fille monde. Au cœur de cette jeune sphère, ils ancrèrent un noyau incandescent que les érudits nomment aujourd'hui le cœur élémentaire. Par ce scellement, ils établirent un lien matriciel, destiné à irriguer Tella de la force brute des 4 éléments, le feu, l'air, la terre et l'eau, afin qu'aucun ne puisse exister sans les autres. Après cet acte fondateur, les astres entreprirent de modeler les premières formes de vie qui peupleraient Tella. Ce vaste projet, à la fois cosmique et méthodique, s'ordonna selon ce que les maîtres du savoir appellent désormais les 4 cycles primordiaux. Le premier cycle, l'éclosion des végétaux. Ged et Sélénie débutèrent leur œuvre par le tissage de la trame sylvestre. Ce fut le cycle des végétaux, première étape de leur vaste projet. Ils insufflèrent à la terre stérile une énergie nouvelle, donnant naissance à un foisonnement de vie verdoyante. En quelques airs, les plaines arides furent habillées d'herbes ondoyantes, les montagnes drapées de forêts touffues, et les abysses tapissés de champs d'algues phosphorescentes. La diversité des climats vit éclore des biomes singuliers, des parfums épicés s'échapper des jungles en efflorescence, tandis que des vents glacés chargés d'aiguilles de pin sifflaient sur les toundras primitives. Le second cycle, l'élan de la vie. Vint alors le cycle de la vie. Une fois Tella enrobée de son manteau vert, les astres divins insufflèrent le mouvement et marquèrent l'apparition des premiers animaux. Ils façonnèrent des créatures d'une diversité infinie, de l'infime fourmi blanche au colossal mammouth des glaces, du banc de thon sillonnant les océans au griffon majestueux dominant les cieux. Chaque espèce trouva sa place dans la grande symphonie de l'existence, où chaque être jouait sa partition dans l'harmonie du monde. Le troisième cycle, l'éveil de la conscience. Après un millénaire de contemplation, les divins jugèrent leur œuvre incomplète. Ils insufflèrent alors une étincelle unique à certains êtres, la conscience. Ainsi, le cycle des aînés s'ouvrit et débuta une période où l'intelligence émergea et évolua au sein de certaines lignées animales. Les premiers aînés, des créatures douées de pensée, de mémoire et parfois de pouvoirs mystérieux, virent le jour. Leur lien avec leur environnement restait profond, presque sacré. Ils devinrent les gardiens des terres, des océans et des cieux,
vivant en osmose avec la faune et la flore qui les avaient précédés. Guidés par leur sagesse naissante, les aînés façonnèrent les premières lois, harmonisant les forces sauvages en un équilibre fragile, mais durable. Le 4e cycle, l'avènement des titans. Le dernier cycle, le cycle des titans, signa l'apogée, mais aussi le crépuscule, de l'effort des divins. Épuisés par leurs travaux, Gède et Sélénie firent appel à des entités d'une puissance inégalée pour achever leur tâche. 8 créatures gigantesques, forgées à partir des éléments mêmes qui composaient Tella, émergèrent. Chaque titan fut investi d'une portion du pouvoir des astres, le feu, l'air, la terre et l'eau. Ils sculptèrent les montagnes, creusèrent les rivières, créèrent les dragons, construisirent les anciens royaumes, enfantèrent les humains et guidèrent les aînés dans leur quête d'équilibre. Cependant, l'effort final de cet ultime ouvrage plongea les 2 astres divins dans un sommeil millénaire. Ils se retirèrent, laissant Tella entre les mains des titans et des aînés. Mais en insufflant conscience et puissance aux mortels, ils avaient semé, sans le vouloir, des forces contradictoires. Des conflits viendraient bientôt ébranler les fondations mêmes de leur création, car Silic, elle, ne s'était pas endormie, ni la haine qu'elle leur vouait. Par Sir Darredon, maître du savoir de Massilia.